sujet. On va essayer de prononcer l'homme. Je vais procéder à l'appel. Xavier Lagrave. Marie Esteban. Franck Polois, je l'ai vu. Corinne Afito, je l'ai vu. Vincent Barrel, qui est observé de l'opération à Corinne Lafito. Isabelle Michel, Jean-Paul Dessous. Baron Christelle. Absent. Philippe Clarini, je l'ai perçu. Sonia Dubosc. Vincent aussi. Bernard Malherbe dans les procurations à Daniel Barrault. Daniel Barrault. Didier Martin dans les procurations à Claude Goumès. Nathalie Dario-Merlou. Jérémy Marty. Yves Casavan a donné procuration à Jérémy Marty. Paulette Saint-Germain. Elle est là. Et Florence Gachet a donné procuration à Paulette Saint-Germain. Stéphane Leblanc, il est là. Okay. Roland Dupox. Moulin Thierry, je l'ai vu. Petit Séville, je l'ai vu. Cédric Vergoulet, je l'ai vu. Jean-François aussi, je l'ai vu aussi. Marie-Laurence Castréon, je l'ai vu. Daniel Saint-Genès, je l'ai vu. Michel Lamont, je l'ai vu. Jean-Michel Lalande, je l'ai vu tout à l'heure. Pascal Caron est absent dans l'occupation à Xavier Lagrave. Latarque Vincent. Gaël Baché, je l'ai vu. Philippe Bret, il est là. Lionel Lafargue, je l'ai aperçu tout à l'heure. Pascal Baquier. Voilà. Lambert Gisbert, je l'ai vu. Nadine Faber, je l'ai aperçu tout à l'heure. Jacques Parcaz aussi. Dominique Saint-Germain, je l'ai vu. Carl Mader, je l'ai vu. Jean-Paul Doré, il est là. Jean-Jacques Dufaux, je l'ai vu. Jean-Luc Campagnouti. Lydie Lamarcade, elle est là-bas. Philippe Sylvain-Mauvaise, je l'ai vu. Michel Marc, il est là. Et Benoît Laborde, que j'ai vu. Donc, on va pouvoir commencer. Monsieur le maire, je vous donne la parole. Bonsoir à tous. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur Général du Service de Jean-Pierre, Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, Messieurs les représentants de la presse, Monsieur Grémion et Monsieur Latéral. La dernière réunion du Conseil communautaire a eu lieu ici il y a 2 ans, et c'était le même menu, au moins au niveau des finances. À quelques jours près, donc, alors comme disent certains maintenant, c'était le temps d'avant. Depuis, il y a eu des élections municipales, il y a déjà 1 an, et c'est toujours avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Saint-Agnier, entouré de mon conseil municipal, presque au complet, il n'en manque qu'un. Et donc je vous ferai, on parle beaucoup dans les médias de l'égalité homme-femme. Bien nous, même n'ayant pas besoin d'avoir l'égalité, je suis heureux d'avoir 6 femmes au conseil municipal. Voilà. Et depuis 1 an, il y a cette pandémie, la Covid-19, qui perturbe notre quotidien. Et donc, nous espérons qu'avec toutes les dispositions prises, le temps d'après commence le plus vite possible. Vous parlez un peu de Saint-Agnier quand même. Saint-Agnier vient de Sainte-Anne, qu'on vénère le 26 juillet, autrefois des fêtes mémorables, car c'était en même temps la fête patronale. Tout le monde, je pense, même les nouveaux élus, ont traversé, en cheminant sur la route départementale 834, l'ancienne nationale 134 qui sépare notre village en 2. Petit village rural de 200 habitants, 780 hectares de superficie, essentiellement agricole, avec une quinzaine d'exploitations de polyculture et élevage, exploitations qui ont profité de l'opération d'aménagement foncier voici plus de 30 ans, ce qui a permis l'installation de l'irrigation suite à la création du lac collinaire entre les communes de La Trigue et de Saint-Agnier. On y retrouve les cultures traditionnelles de notre région avec l'élevage de bovins en viande et bien sûr les volailles et les palmipèdes qui traversent une fois de plus
une période très critique avec l'influence aviaire, comme vous savez, bien sûr, 3 fois en 5 ans. Quelques entreprises sont présentes: maçonnerie, charpente, carrelage, travaux TP, construction bois et entreprises agricoles. La vie communale s'organise aussi autour des diverses associations, comme bien sûr dans toutes vos communes. Mais malheureusement, depuis un an, c'est le calme plat. Voilà. Au plan communal, la réalisation des habitats regroupés, qu'on va dénommer désormais habitat inclusif, les jardins d'Annette. Vous pourrez revoir, vous avez peut-être déjà vu en arrivant, mais en repartant au fond du parking sur votre droite. 4 appartements destinés aux personnes âgées autonomes avec une caisse commune pour l'animation afin de créer un lien social entre les résidents. Projet ambitieux et innovant pour notre commune, qui aujourd'hui est terminé. Tous les logements sont occupés, ce qui est rassurant pour l'équilibre financier de cette opération. Un projet terminé, et voilà que notre se présente avec l'acquisition d'une maison d'habitation entre notre église et la mairie. Achat qui fait suite à la délégation ponctuelle du droit de création que la communauté de communes nous avait accordé dans sa réunion du 20 juin 2020 à Saint-Loublé. Plusieurs projets sont à l'étude, nous préparons cela pour 2022. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais vous souhaiter de bonnes réunions et de bonnes soirées. Merci Jacques-Paul pour d'abord tes propos et ton accueil. Je salue les membres de ton conseil municipal et on va rentrer dans le vif du sujet, mais tout d'abord, avant de démarrer la séance, j'en souhaite donner quelques informations. La première, ça concerne la période que l'on a vécue le week-end dernier avec une alerte inquiétante sur l'école de Barcelone. Vous savez que vous nous avez annoncé le 27 cas du Covid. Et ça, c'était le vendredi matin pour se terminer le samedi matin avec une erreur du laboratoire qui avait interprété les analyses. Donc, je voulais quand même donner cette information parce qu'elle n'est pas anodine. Et elle n'a pas été anodine pour les 400 personnes qui se sont retrouvées le vendredi, dès le vendredi en confinement, or qui n'étaient pas plus malades que vous et moi, même si on voulait qu'on ne le sache pas. C'est la première information. La deuxième concerne la problématique que nous avons eue et le décalage de ce conseil d'administration lié à un blocage qui a été fait par Orange, puisqu'aujourd'hui, quand on fait des mails un peu importants, qu'on envoie groupés d'une façon récurrente, et ça avait été le cas avec la médiathèque qui avait fait une campagne d'envoi de mails la veille que nous avons envoyé les convocations pour l'Assemblée que nous avons été obligés de décaler. Orange, par mesure de sécurité, quand ils vont arriver un flux de mails aussi important par rapport aux dernières attaques de virus qu'il y a eu dans différents établissements, ont bloqué tous les mails. Donc je sais que quand ça a été débloqué, puisque moi-même j'ai reçu un bombardement, donc je vous prie de vous excuser, de m'excuser pour ce désagrément et ce changement de date, pour être tout à fait complet. Il nous reste à approuver ou pas le PV de la séance du 15 février 2020. Donc, je voulais savoir si... Oui. Votre téléphone est... Pardon? Oui. Oui. Il arrive. Oui, c'est bon. Oui, juste une petite précision par rapport à ce PV sur le paragraphe où on parle du journal communautaire, hein, où je m'étais un peu indigné du fait qu'on n'était pas été prévenu de ce journal et donc on n'a pas pu écrire à ce moment-là. Et donc à cette réunion, et c'est très bien marqué d'ailleurs sur le PV, que j'ai pas été prévenu parce que la réglementation, notamment du CGCT, exprimait que je devais envoyer une liste nominative signée par chacun des participants. Donc, et demander quel était cet article. Je suis venu voir le président donc avec la lettre, puisque tu m'as dit
tu l'avais pas reçu, moi je lui ai dit que je l'avais envoyé, donc là on ne va pas communiquer sur ça. Et donc à ce moment-là, je t'ai demandé quel était l'article du CGCT, et bien évidemment l'article du CGCT n'existe pas en la matière. Enfin, je mentirais. Il y en a un qui existe, mais c'est pour les communes de plus de 100 000 habitants. Donc je crois que les collectivités de plus de 100 000 habitants, je crois qu'on n'est pas concerné. Donc je pense que le bon usage, le bon aloi, je peux le dire comme ça, aurait été, surtout que quelques semaines avant, Philippe, on s'est trouvé dans mon bureau où on a échangé, discuté sur notre territoire, et tu as convenu qu'il fallait travailler en étroite collaboration. Et donc, je pense que de ce fait, quand tu as vu que tu n'avais pas reçu cette lettre, j'avais dit que j'allais l'envoyer, donc là, je ne défausse pas sur ce dossier-là, quand tu as vu que je n'avais pas reçu cette lettre, je pense qu'il aurait été normal que tu m'appelles pour me dire il y a un petit quoi qu'apparemment on n'a pas reçu la lettre. Quand je t'ai posé la question, tu m'as répondu, quand je t'ai demandé pourquoi tu ne m'as pas appelé, tu m'as répondu je n'y ai pas pensé. Alors, Philippe et vous, mesdames, messieurs, sachez que mon nom à moi, c'est Xavier Lagrave, c'est pas François Pignon. Voilà, je resterai là. Je ne comprends pas quels sont tes propos, mais on peut en polémiquer dessus. Je te rappellerai quand même que tu avais, pas toi, mais des délégués ont voté le règlement intérieur. Et l'article 29 du règlement intérieur ramène sur 2 articles du CGCT et sur lequel tu dois effectivement officiellement te faire reconnaître auprès de la collectivité. Donc officiellement, ça veut dire c'est bien par écrit. Oui, ça a été fait à l'occasion de la Je réunion. me la remis en C'est pas ce que tu nous as dit en réunion. Tu nous as dit que je devais envoyer une lettre avec la liste des gens. Je t'ai demandé quel était cet article-là. Cet article-là n'existe pas pour notre collectivité. D'accord. La règle, elle était C'est bon. écrite dans les 2 règlements intérieurs. Peu importe. Donc, y a-t-il des observations sur le PV? Il n'y en a pas. On peut l'adopter. Il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. Donc, au niveau des comptes administratifs, nous avons 2 façons de procéder. Soit je prends tout de A à Z et je les détaille, soit je vais à l'essentiel. Vous préférez que j'aille à l'essentiel ou que je détaille tout? L'essentiel, merci. Donc, si vous prenez le compte administratif qui servira de compte de gestion, c'est ce document-là, à la page numéro 6, la présentation des comptes consolidés se présente comme suit. Au niveau du budget principal, le montant des dépenses, des recettes, pardon, est de 14 107 018 pour des dépenses de 13 791 533. Ce qui laisse un résultat sur le budget principal de 315 485 €. Sur les affaires scolaires, il nous reste un résultat excédentaire de 109 810 €. Pour les cuisines centrales, de 73 858 € et pour l'école de musique de 8 517 €. Ce qui laisse disponible au 31 décembre de 507 671 €. Si on compare le résultat de ces comptes depuis 2017, on peut se rendre compte qu'on est sur une stabilité, à l'exception de l'année 2018 qui était un peu plus basse, qui tourne aux alentours des 500 000 € d'excédent en fin d'exercice. Au niveau, si maintenant on va prendre le chapitre 60, donc au niveau du chapitre 60, il avait été prévu 91 086 € de dépenses, on a réalisé 70 698, ce qui fait qu'on est sur une stabilité, enfin une légère baisse plus exactement, mais elle s'explique par l'augmentation des travaux en régie qu'on a sur notre chapitre. Au niveau des services extérieurs, on avait prévu 528 716, il a été réalisé 456 940 €, ce qui fait une différence
une évolution de moins 129 000 euros, mais cela aussi s'explique par l'article 61 523, les voies et réseaux, quand le percepteur nous demande de sortir des services extérieurs et de mettre au niveau de la rémunération. Au niveau du chapitre 62, les services extérieurs, on avait pris un budget de 379 468, il a été réalisé 343 076. Au niveau et ce chapitre, derrière, vous avez la plus grosse participation sur ce chapitre. Elle est en forte augmentation par rapport aux années précédentes. C'est lié au contentieux de l'OGEC, dont vous avez tout le détail, comme ça avait été déjà demandé, avec les indemnités payées, les intérêts, le remboursement des honoraires, y compris les honoraires de l'avocat. Au niveau de la charge du personnel, c'est-à-dire au 12, on est sur une augmentation de 195 571 euros qui s'explique par la prestation de voirie des communes qui est passée du 61 sur ce poste-là pour un montant de 168 456, qui veut dire que la masse salariale, il y a une légère augmentation de 27 000 euros liée aux différents avancements de grade, donc c'est quelque chose qui est aussi stabilisé. Sur le 65, au niveau des charges courantes, nous avions prévu 5 470 000, nous avons réalisé 5 443 000. Néanmoins, il y a une augmentation par rapport à 2019. Cette augmentation, elle s'explique du fait de l'augmentation au niveau des organismes de regroupement pour 44 959 euros par rapport au SICTOM et de l'augmentation du financement du CIRS de 28 336 euros malgré une baisse quand même de 20 000 euros de la subvention versée à l'Office du tourisme. Donc après, je vais vous passer le détail du 65-21, puisque ça, ce sont les subventions d'équilibre qui sont versées au budget annexe. Vous avez tout le détail. Vous avez aussi le détail de ce qui a été prélevé par rapport à GEMAPI, 59 869 euros, pour être très précis, puisque on ne prélève que ce que l'on reverse. Vous avez après, au 14, l'utilisation des produits. Donc là, la seule différence, elle est liée au FPIC qui a été reversé aux communes, et seul le solde qui concernait la communauté de communes est resté à la communauté de communes, puisque le solde versé aux communes, c'est 56 607 euros. Au niveau des recettes de fonctionnement, je vous propose d'aller directement au 73 pour les avoir dans le détail. Donc en ce qui concerne les impôts et taxes, c'est-à-dire la CVAE, TASCOM, l'IFER, etc. et le FPIC, il y a une évolution de 14 025 euros entre 2020 et 2019. Vous avez le détail après au 73 111 entre la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti, les taxes additionnelles, où c'est que là nous avons une évolution de 185 330 euros qui est liée à une forte augmentation de la CFE. Après vous avez le détail sur les opérations d'ordre pour tout ce qui est travaux en régie et la reprise de subventions sur les exercices intérieurs qui avaient été faits pour financer le contentieux de l'OGEC. Au niveau des dépenses d'investissement, elles s'élèvent
à 4 242 036. Elles sont inférieures de 1 033 000 par rapport aux prévisions budgétaires. Ce décalage s'explique par les deux maisons de santé pour un montant de 802 611 €, dont les paiements ont été effectués en tout début d'année. En ce qui concerne les recettes d'investissement, elles étaient... et les recettes d'investissement, j'ai un peu perdu les pinceaux. Au niveau de tout ce qui est subvention, vous avez le détail, elle s'élève à 631 724 €. Il y a eu 661 000 € d'emprunts réalisés notamment par rapport aux maisons de santé, la récupération de la TVA, la récupération des excédents de fonctionnement capitalisés, ce qui fait un total de recettes réelles de 2 879 656 €. Ce qui fait un total des recettes d'investissement à 3 183 256 €. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vous le souhaitez. Sur les pages suivantes, vous avez le détail de chaque opération, que ce soit la vue sur le programme de la voirie, où c'est qu'il nous reste à réaliser de 383 000 €. Vous avez les pôles de santé avec le coût que vont coûter les deux pôles de santé, y compris avec le reste de réaliser, qui s'élève à 1 109 335 €. Les dépenses sont légèrement inférieures aux prévisions qui avaient été faites. Il n'y a pas eu de plus-value majeure sur cette opération-là. Vous avez le montant total des subventions, puisque on a touché 234 376 €, mais il nous reste à toucher 336 326 € sur cette opération. Et l'opération, le reste a été financé pour un montant d'emprunt à 482 000 €. À aujourd'hui, cet emprunt est entièrement couvert par le loyer que paie la CISA à la communauté de communes et le loyer que paie la commune de Génie-les-Bains sur le pôle de santé qui est réalisé sur l'annexe à Génie-les-Bains. Donc là, vous avez derrière tout ce qui a été complètement détaillé et avec le montant des subventions qui ont été obtenues. Et par différence, vous avez le reste à charge au niveau de la communauté de communes. Au niveau de l'aménagement de l'unité de l'accueil de jour, là c'est pareil, il y a eu un total de dépenses de 298 760 € et avec une charge résiduelle de 137 518 € qui sera couvert par un loyer qui sera versé par l'EHPAD dès 2021 au niveau de la communauté de communes. Voilà, après c'est tout le détail de toutes les différentes opérations et frais d'études qui ont été réalisés. Et vous avez, puisqu'il n'y a pas de budget annexe, aussi à la page 24, une vision globale sur l'analytique de la médiathèque. Donc la médiathèque, entre les dépenses et les recettes que nous avons obtenues, le reste à charge pour la collectivité s'élève à 357 776 €. Ça, c'est le coût de la médiathèque. Et sur la dernière page, vous avez en détail le montant que a coûté le PLUI au niveau de la communauté de communes, entre les différentes dépenses et les différentes recettes, notamment avec les subventions. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Oui, c'est pas une question, une réflexion, c'est par rapport à la TASCOM, donc par rapport aux recettes. Je suppose que, parce que c'est 2020, donc je suppose que ces recettes à la TASCOM 2020 correspondent, j'espère, parce que c'est en baisse, à l'activité 2019. Alors je sais qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, hein. La TASCOM, on n'a pas de... apparemment, quand on demande aux services fiscaux, c'est la nébuleuse. Parce que ça veut dire qu'en 2020, et j'espère qu'on va avoir des recettes supplémentaires, parce qu'il ne va pas falloir m'expliquer, l'ensemble des grandes surfaces, qu'en 2020, ils ont moins travaillé. On était en plein Covid, on était confinés, on n'est pas allé manger au restaurant, on n'est pas mangé dans les restaurants d'entreprise, on n'a pas mangé à la cantine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé chez nous, on a fait les courses où? En grande surface. Donc j'espère que la TASCOM de 2021, donc pour le coup, et même 2022, elle va augmenter. Mais bon, voilà, c'est une simple réflexion. Oui, tu as raison. Je ne peux pas te répondre parce qu'on a regardé tout à l'heure aussi, avant de venir, si on avait reçu quelques informations sur les bases fiscales. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous ne les avons pas encore reçues au niveau de l'Interco. Je ne sais pas si vous les avez reçues au niveau de vos communes, mais moi je ne les ai pas à aujourd'hui. Donc pour vous donner l'information dont tu viens de parler, Xavier, je ne peux pas te répondre. Mais j'espère et j'ose espérer que ça sera plutôt positif. Il n'y a pas d'autres questions sur cette première partie. Excusez-moi, est-ce que donc, vous êtes tous d'accord sur le compte administratif? Des oppositions? Je vous remercie. Je vais vous poser la même question, tant que j'y suis, sur le budget principal par rapport au compte de gestion. Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. On va passer sur le budget des affaires scolaires. Voilà, je vais ici. Dans le budget des affaires scolaires, il se présente en recette pour 3 452 314 €. Un montant de dépenses de 3 369 079, ce qui laisse un résultat de 83 234,64 €. Avec les restes à réaliser, on a en recette 81 151 €. Ça, c'est lié aux subventions qui ne sont pas encore perçues et qui sont demandées. Et nous avons des dépenses à réaliser pour 54 575,53 €, ce qui nous laisse un résultat sur les restes à réaliser de 26 575,47 €, ce qui nous fait un disponible de 109 810,11 € au 31/12/2020. Vous avez le détail des dépenses qui restent à réaliser dessous. Vous avez les recettes qui nous restent à percevoir. Donc, si on passe après un petit peu plus loin à la page 42, vous avez le détail du 60. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Vous avez en synthèse le compte administratif, c'est-à-dire les dépenses et les recettes avec les excédents de fonctionnement, comme je viens de vous le présenter. En investissement, c'est pareil, vous avez un total de dépenses de 856 679,
51 pour un total de recettes de 856 831 53 et avec un excédent en reste réalisé de 152,02 €. Vous avez au niveau des affaires scolaires, là on l'a repris depuis la compétence des affaires scolaires, c'est-à-dire c'est les repas, ce que coûtent les repas de chaque élève qui sont dans nos écoles. Le prix de revient des cuisines centrales, c'est 4,50 €. Ce que payent les parents, c'est 2,90 €. Donc la compensation, elle est faite, pas de subvention de la communauté de communes aux cuisines centrales à raison de 1,60 € par repas. Donc je vous laisse voir en 2020, la subvention qui a été faite aux parents, c'est 81 919,45 €. Donc après, on reprend, vous avez toujours tous les détails avec les différentes explications en ce qui concerne les variations de stock, les fournitures non stockables avec la diminution et une explication du pourquoi de cette baisse. Au niveau des services extérieurs, idem. Les charges de personnel avec les montants qui avaient été prévus pour les primes Covid et ce qui a été réellement payé en 2020, elles sont inférieures à ce qui avait été budgété. Si on prend les charges de gestion courante, vous avez le détail pour les 286 709 €. Ça, ce sont les différentes subventions versées au RPI et aussi à l'école privée. Vous avez après les différentes subventions versées aux différents centres de loisirs ALAL et ALA et à la coopérative de l'école pour un départ à la retraite pour une Seine derrière sur Adour. Voilà. Vous avez un récapitulatif aussi de toutes les dépenses d'investissement réalisées année par année au niveau depuis 2013 sur les différentes écoles à communauté de communes. En 2020, c'était 495 249,56 €. Si on regarde depuis 2013, la communauté de communes investit 4 122 397 € dans les différentes écoles. Voilà. Vous avez des questions sur les écoles? Des observations? À toi. Pas d'opposition sur donc les affaires scolaires? Pas d'abstention? Je vous remercie. On va passer sur le budget des cuisines centrales. Donc le compte administratif, il se termine comme ceci. En recettes, 1 331 821. En dépenses, 1 254 602. Ce qui nous fait un résultat de 77 218,95 avec les restes à réaliser. Le disponible au 31 décembre est de 73 858,95. Donc, si on va dans les différents chapitres, par exemple 60, la différence c'est entre 2019 et 2020, c'est la baisse des achats liés au manque de repas dans les cantines scolaires par rapport à la fermeture des écoles. Ensuite, le reste est globalement stable sur quasiment tous les postes, puisqu'on est à quelque chose de près identique à 2019, il n'y a pas de variation par rapport à ça. Sur la page 57, on vous a repris, pour que vous compreniez au niveau des achats, la production de repas et le produit que vous avez en face. Donc, si je prends les écoles, on avait fabriqué 79 583 repas en 2019. En 2020, on en a fabriqué 46 666. Au niveau du centre de loisirs, c'est la même chose. On était à 9 633, on est passé à 7 747. La crèche, jusqu'à présent,
livrait pas la crèche parce qu'on ne le pouvait pas aujourd'hui, on pouvait le faire. Donc on est à 1298 repas livrés à la crèche. Et à l'EHPAD, on est à peu près stable au niveau de 2019 et de 2020. La chose qui est intéressante et qui progresse, c'est le portage de repas à domicile. Voilà. Et donc au niveau de l'investissement, il n'y a pas grand-chose qui a été fait au niveau des dépenses, et si ce n'est l'achat du copieur, le téléphone portable, quelques petites broutilles à la cuisine, et avec la dette, c'est-à-dire l'emprunt et la dette, on a dépensé 150 739 € pour des recettes qui s'élèvent avec des excédents d'investissement, l'amortissement et un tout petit peu de TVA à 187 953 € au niveau des cuisines centrales. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions sur donc, le budget des cuisines centrales? Des abstentions? Je vous remercie. Il en est de même pour le compte don de gestion. Je vais refaire et les affaires scolaires en même temps et les cuisines centrales parce que j'ai oublié. Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. L'école de musique. L'école de musique, le compte administratif se présente en fonctionnement avec des recettes de 278 333,81, des dépenses de 270 923,40, ce qui reste un résultat excédentaire de 7 850 €, en investissement en recettes 11 637 et en dépenses 10 969,63, ce qui laisse un résultat de 667,37, ce qui fait un résultat cumulé de 8 517,78. Donc, ici, je vais aller relativement vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Si on regarde le 11, les charges à caractère général, on est relativement stable. Au niveau des charges personnelles, c'est pareil. Et au niveau des dotations d'amortissement, c'est à peu près la même chose. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ce budget. En termes de dépenses et d'investissement, ce qui a été réalisé, c'est uniquement un logiciel pour les redevances. Pardon, oui c'est ça, un logiciel pour les redevances. Et ensuite, dans les immobilisations corporelles, il y a eu des instruments pour l'école, des instruments pour diapason, le copieur, un ordinateur et des petits matériels. Voilà ce qu'il y a à dire sur l'école de musique, c'est-à-dire pas grand-chose. Y a-t-il des questions sur l'école de musique? Oui, Xavier. Oui, non, juste une information. C'est vrai qu'on a, quand on transfère les compétences, on a souvent tendance, et on est tous d'accord sur le principe qu'on se regroupe, on mutualise et ça coûte moins cher. Là, pour le coup, si je prends l'école de musique, il faut savoir en 2013, quand donc l'école de musique était à la Villers-sur-Adour, la subvention d'équilibre était de 79 000 €. Aujourd'hui, elle est de 212 000 €. Et en nombre de gamins, je dis gamins ou adultes, peu ou prou la même chose. Donc, il ne faut pas croire que des fois, la mutualisation, ou le transfert de compétences en commun, il ne faut pas croire que des fois, ça a du bon. Je ne connais pas le dossier de 2013, donc je ne vais pas en parler. Oui, oui. Sur donc, les comptes de l'école de musique, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. En ce qui concerne donc le compte de gestion pour l'école de musique, pas d'abstention, pas d'opposition, merci. Pour le budget des zones d'activité, je vais laisser les présenter à Jean-Pierre.
84 du dossier. Comme vous le constatez, par respect des règles de comptabilité de lotissement, c'est forcément présenté en équilibre, c'est-à-dire que le déficit éventuel de vente de terrain est compensé forcément par une avance du budget principal sur la section d'investissement. Comme tout budget de lotissement, l'essentiel des dépenses réelles se concentre sur la section de fonctionnement. Pour ce qui concerne Dacia, ça constitué essentiellement par les travaux constitués à remplacement de câbles d'éclairage qui nous a été volé il y a 2 ans, à peine avait-il été installé, et par un solde de travaux d'espace vert pour achever complètement la phase de viabilisation. Vous avez le total sur le chapitre 60 pour 20 553 €. Et évidemment, autre dépense pour le coût réel, la charge de remboursement des intérêts d'emprunt. Pour le reste, les grosses études que vous voyez sont des opérations de constitution du stock, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui restent à vendre au fur et à mesure qu'on commercialise les terrains. Pour ce qui concerne les recettes, page 85, on constate qu'on n'a pas vendu de terrain, ce qui explique donc que la recette sera compensée par une avance du budget principal. En section d'investissement, dépenses réelles, c'est le remboursement du capital de la dette, et en recette, ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir l'avance du budget principal. Ça va très vite, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations sur la ZAC de Dacia cette année, si ce n'est le remplacement de terrain. Si ce n'est, mais on en reparlera, je pense, lors de la prochaine séance. Au niveau des ARATS, la perceptrice nous demande de clôturer, puisqu'il n'y a plus de mouvement, de clôturer cette zone et d'intégrer le terrain qui nous reste à vendre dans l'actif de la communauté de communes. Mais on aura l'occasion d'en reparler lors du vote du budget. Pour les zones d'activité, donc pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Même question par rapport au compte de gestion, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Il nous faut faire maintenant les affectations de résultats. Ah oui, elle est passée. Non, on a fait patience. Ah, je croyais que tu avais tout fait. Je suis pour l'autre. Je parle pour l'autre. Bon, pour la zone des ARAT, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même chose que pour le code administratif du lotissement, du budget de lotissement Dacia, à savoir une présentation, là aussi, forcément, dans l'équilibre des exécutions. Faisons simple, les dépenses de fonctionnement réelles, en dehors des écritures de stock, sont constituées par toutes les études et les démarches administratives qu'il a fallu mettre en œuvre pour préparer la viabilisation de ces lots, des lots qui sera effective, je pense à partir de juillet, on va démarrer les travaux, je pense en juillet 2021. Ça, c'était les travaux, les études, et les démarches, administratives préalables à ces travaux-là. En recette de fonctionnement, là aussi, pas de vente de terrain, des écritures de stock, et là encore, ce manque à gagner de manque de terrain, de vente de terrain, est compensé en recette d'investissement par une avance de budget principal de 46 000 €. Par ailleurs, pour financer les travaux, ou plutôt les études préalables aux travaux, un petit emprunt de 38 500 € a été mobilisé cette année. La zone de TRS, on a parlé par anticipation.
Pour la zone des Arats, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Et enfin, la zone de Pays d'Est, qui est un budget le budget annexe le plus ancien de la communauté des communes. Donc là, par contre, c'est un budget qui a connu 3 ou 4 percepteurs avec des façons de gérer différentes. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à cette présentation académique qu'on a sur les autres budgets de lotissement. On a un budget qui consiste à la reprise depuis maintenant 3 ou 4 ans des résultats des années précédentes, à savoir un déficit de fonctionnement, donc vous voyez, qui est constant de 30 600 €, qui est largement compensé par un excédent d'investissement et de 94 voire 95 000 €. Considérant tout ceci, ce fait qu'il ne reste plus qu'un terrain à vendre, que cette zone n'a plus de vocation à être réalisée, que désormais c'est achevé, que s'il y avait des dépenses à faire, elles ne pouvaient plus être retracées dans ce budget parce qu'il ne s'agit plus de dépenses de stock, je pense aux dépenses qui seraient de la rénovation de corridors d'espace vert. C'est des travaux qu'on ne peut pas vendre par des terrains. Madame la perceptrice nous propose, dès que possible, peut-être à l'occasion du budget municipal, de dissoudre ce budget et de rebalancer l'excédent global de cette opération-là sur le budget principal. Oui, Xavier. Oui, mais rien ne nous empêchera de... C'est une ligne comptable. Rien ne nous empêchera, parce que je crois qu'on l'avait toujours dit, que cet excédent, donc les 94 000, enfin non, 64, je crois, oui, 64 000, on pourra les réinjecter par le biais du budget principal sur la réflexion de la voirie, qui le demande quand même. Hein. Oui. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, sur le budget de la zone, on ne peut pas Oui, comptablement, quoi, enfin, administrativement. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Gérard. Sur la zone des Arats, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Excusez-moi, PRS. Moi, il me reste à faire voter les comptes de gestion de PRS, de Tia, je ne pense pas que je l'ai fait, et les Arras, oui. C'est les Arras que je n'avais pas fait, il y en a un des deux que je n'ai pas fait. Il n'y a pas de... Je reprends les trois, comme ça, PRS, Batia, Arras. Il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition. Merci, comme ça on est clair. Au niveau de l'affectation des résultats, dont les excédents de fonctionnement de 2020 s'élèvent donc à 1 493 454 91 avant les restes à réaliser. Moi, ce qui vous est proposé, c'est d'affecter en réserve pour couverture du besoin de financement au 1068 en investissement 1 177 969,87 et de reporter en excédent en fonctionnement au 02 315 485,04. Et le résultat d'investissement 2020 sera reporté au BP au 01 en déficit de 1 58 779,95. Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. On va passer au débat des orientations budgétaires. Je vais vous faire grâce de la lecture des 3 pages ou 4 qui sont obligatoires et je vous propose qu'on aille directement au contexte local, c'est-à-dire à la page 6. Ce qui est proposé au niveau du débat des orientations budgétaires. C'est au niveau des taux d'imposition des taxes directes locales votées en 2019 qui ont été maintenus en 2020, c'est de les reconduire éventuellement pour 2021
avec un maintien du taux de la CFE, un maintien du taux de la taxe d'habitation, un maintien du taux du foncier bâti et un maintien du taux du foncier non bâti. Même si à ce jour, nous n'avons pas les bases fiscales de 2021, ce qui nous avait été annoncé par les services fiscaux, c'est qu'au niveau de la CVAE, on devrait avoir une toute légère baisse, moi j'appelle ça une légère augmentation, moi j'appelle ça un maintien. Donc il est proposé il n'est pas envisagé de modifier les taux dans le cadre du BP 2021. Au niveau de la taxe de séjour, il y a eu une forte baisse de ce produit en 2020, puisqu'on est passé de 236 000 à 106 000, et je crains que 2021 soit du même acabit qu'en 2020, puisque à aujourd'hui, on n'a toujours pas de date précise sur la réouverture de la station thermale. Je sais qu'au niveau national, les établissements thermaux ont demandé une ouverture pour la fin du mois d'avril, ce que je doute fort, au vu du contexte sanitaire aujourd'hui que la France traverse. Au niveau des ordures ménagères, là aujourd'hui, ce qui est marqué que le taux passera à 12,31 au lieu de 12,52, c'est légèrement rectifié, mais il faut que je m'arrête un instant là-dessus. Il a été validé, je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents, j'en ai vu un ou deux, samedi à l'Assemblée Générale du SICTOM à Nogaro, sur proposition que j'avais fait au bureau au mois de février, puisque nous avons une forte augmentation de ce qu'on appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui va augmenter d'une façon croissante jusqu'en 2025. Moi, cette taxe est appelée au SICTOM à l'habitant. Donc j'avais demandé au bureau à ce qu'il soit réfléchi, à ce que la TGAP ne soit plus intégrée dans le taux appelé, mais qu'elle soit appelée à l'habitant. Et je vais m'expliquer pourquoi. Sur notre territoire, nous avons des bases fiscales beaucoup plus élevées que sur les différents territoires gersois. Donc, ce qui a été acté samedi, c'est que les 520 393 € que représente la TGAP sur le budget prévisionnel du SICTOM 2021 de 4 746 956 €, c'est plus de 10%, elle soit appelée à l'habitant. Ça va se traduire comment? Ça va se traduire qu'il faudra qu'on vote un taux lors du prochain conseil communautaire, je vous donnerai la date tout à l'heure, pour le vote du budget. Il faudra qu'on vote un taux par rapport à nos bases des ordures ménagères fiscales que nous connaissons, c'est les seules qui sont arrivées aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de recalculer le taux. Donc il a été acté au niveau du SICTOM que pour le fonctionnement courant du SICTOM, le taux serait de 11,15 et que les 520 000 € seraient appelés en fonction de la population par territoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on avait un taux unique sur l'ensemble du SICTOM. Le taux va varier sur le SICTOM, allez, on va dire de 12,40 à 13,01 en fonction des bases. Ce qui est dans les tuyaux et qui devrait, je pense, voir le jour dans l'année 2021 pour une application très certainement d'une façon progressive, c'est ce qui est demandé par les services de l'État, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers une redevance incitative. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une redevance incitative, si on va là-dessus, ça veut dire que la communauté de communes, c'est elle-même qui prélève la taxe. Donc il va falloir recruter quelqu'un pour prélever la taxe.
Et deuxièmement, c'est la communauté de communes qui assume les impayés. C'est plus l'État. Donc, ce qui est dans les tuyaux, c'est plutôt de réfléchir à ce qu'on appelle une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative. Donc, pour ce faire, au lieu d'appeler sur un taux, comme on fait sur des bases foncières, on va appeler sur un coût moyen à l'habitant. Que nous-mêmes, nous devons retranscrire un taux d'imposition sur les bases foncières de notre communauté de communes. On va donner 2 chiffres, vous allez très vite comprendre. Aujourd'hui, la communauté de communes d'Hiers-sur-Adour finance 129,33 € par habitant au niveau du SICTOM. Si vous prenez par exemple le bas Armagnac, c'est 87,65 €. Puisqu'il a été toujours fait de la façon suivante. Le coût de fonctionnement, je vous l'ai donné 4 746 000. On prend ce coût, on le divise, on le rapporte à la base fiscale globale de tout le SICTOM et on en sort le taux. Donc moi, ça fait déjà un petit moment que je demande à ce qu'on nous facture à l'habitant. Et là, aujourd'hui, le premier pas, il est fait sur la TGAP. Donc ça ne va pas changer beaucoup au niveau du taux. Au lieu d'être à 12,52 ou 53, avec les bases qu'on a reçues comme leçon en légère diminution par rapport à 2019, on va être aux alentours de 12,40 à quelque chose de près. Mais quand on va passer de 129 à 110 €, le taux globalement baissera. Donc c'est dans l'air du temps et c'est dans les tuyaux. Pour ceux qui étaient présents samedi, je pense qu'ils peuvent confirmer les propos que je vous tiens. Je sais qu'il y avait Cathy Sébi parce que je l'ai vu. Il y avait l'adjoint de Philippe Silvera Morès, je ne sais pas où il est par là-bas. Après, je ne sais pas, j'ai pas vu Laturin, je ne sais pas si, comme c'était un peu dans le noir, je ne sais pas si Claude y était, je ne l'ai pas vu, là. Après, je n'ai pas remarqué beaucoup d'autres délégués des communes, sachant que c'était quand même relativement important, parce que ça change beaucoup la fiscalité locale. Oui. Et je vais mettre les pieds dans le plat parce que bon, j'arrive, c'est déjà fait. Et il y a des lustres qu'on est avec le SICTOM d'Armagnac, je crois. Oui. Il s'appelle. Et est-ce qu'on a idée de ce que payent les communes qui sont au SICTOM du Marsan? Parce qu'en fait, on a quand même pas mal de communes landaises. Et c'est quand même étonnant qu'on aille. Bon, pour les Landais, moi, ça me gêne un peu d'aller jeter mes déchets dans un coin à côté, alors que je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait idée de ce qu'on pourrait payer si on était au SICTOM du Marsan? Au SICTOM du Marsan, je ne peux pas te répondre, mais je me renseignerai pour te donner l'information. Je peux te dire qu'au SICTOM de Coppen, c'est-à-dire de Chalos, c'est aux alentours de 110 € par habitant, à quelque chose de près aujourd'hui. La seule chose que je peux dire, mais ça je fais appel à ma mémoire un peu lointaine, c'est que quand la communauté de communes a pris la compétence déchets, elle s'est gérée en régie pendant, combien Jean-Pierre, jusqu'en 2009. Et en 2009, pour ceux qui étaient présents à ce moment-là, le coût le plus économique pour la communauté de communes, c'était d'aller avec le SICTOM Ouest de Nogaro. Voilà, c'était à l'époque, c'était comme ça. Donc peut-être que ça n'a pas été une bonne chose sur la durée, sur le temps. Maintenant, je regarderai moi, exactement ce que coûte au niveau du SICTOM de Coppen. Ça, je peux le regarder parce que je connais la comptable qui travaille, donc je pourrai avoir assez facilement les informations. Sur le Marsan, j'appellerai à Grenade Jean-Luc, le président de la communauté de communes de Grenade, pour lui demander ce que coûte par habitant les déchets sur le SICTOM du Marsan, et je vous donnerai les informations. Oui, parce que est-ce que ça pourrait être envisageable de changer ou pas? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Je ne sais pas moi.
tout peut se faire avec, à mon sens, des conséquences, parce que ça, c'est comme quand on quitte une communauté commune, il faut payer sa sortie, entre guillemets, quoi. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que le jeu en vaille la chandelle, mais par contre, si on change le système de tarification, comme de ramassage, parce qu'il y aura des modifications aussi par rapport au ramassage, et particulièrement dans le ramassage urbain, donc plus la ville d'Erve et de Barcelone seront davantage concernés que les autres communes rurales, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y aura une incidence sur les ramassages et les lieux des containers. Donc aujourd'hui, 2021, c'est l'année charnière, c'est l'année sur laquelle ces études-là vont être faites, au même titre qu'il est prévu en 2021 un contrôle d'accès au niveau des déchetteries pour éviter que des habitants en dehors du territoire viennent verser les déchets à la déchetterie parce que ça a un coût. C'est quand même le local qui le finance. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Donc je crois que Lambert, qui est au bureau comme moi, tu peux en dire aussi deux mots si bon te chante, hein, par rapport à ce que je viens de dire. Si, voilà. Je pense que quitter le PCI, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Il y a des règles de majorité qualifiée, il faut que tous les membres, toutes les communes membres acceptent. Enfin, c'est assez compliqué. Et on le comprend, puisqu'il y a des investissements qui sont faits pour une population desservie. Si elle est amputée, évidemment, ça a des conséquences. Donc c'est la raison pour laquelle on ne sort que après consultation de toutes les communes membres, du conseil syndical. Enfin, voilà. Ça ne se fait pas tout seul. Oui. Oui, non, juste un point effectivement par rapport à ce débat sur les ordures ménagères, c'est que effectivement on peut payer sa sortie, ça a un coût, mais payer pour les autres aussi. Donc je pense que la discussion que tu as engagée par rapport au SICTOM, elle est nécessaire et très importante. C'est d'ailleurs pendant César, c'est Benoît qui avait lancé le sujet il y a quelques années. Hein, c'est toi qui avais mis ça sur la table en disant que, effectivement, comme on avait des bases fiscales bien plus importantes que la partie gersoise, mais donc de fait, on a mené une manne financière au SICTOM. Et d'ailleurs, il faut savoir, c'est que le conseil départemental à l'époque, au travers de Trigone, s'était un peu désengagé, puisque justement, il y avait cette manne financière, je veux dire comme ça, de la part des Lando-Gersois, de la communauté des communes. Le département en avait profité discrètement pour se désengager. Donc je salue cette initiative qui est là pour dire, bon, on est là, on est sur un territoire, on a tous besoin des uns et des autres, mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et il semblerait, je le mets au conditionnel, effectivement, quand on regarde les autres SICTOM, ils ont été cités, c'est qu'il semblerait qu'on soit un petit peu à la traîne par rapport à l'évolution technique ou technologique. Les autres sont bien plus en avance que nous. Donc on est en retard, on paye un peu cher. Bon, il faut vite trouver, je pense, des solutions. Oui, je voulais juste, merci pour César, mais bon, j'ai aucun mérite. J'avais simplement vu que, effectivement, à l'époque, on payait beaucoup plus que nos collègues du Gers, parce qu'effectivement, comme l'a expliqué Philippe, nos bases fiscales sont plus hautes. Et c'est ce qui fait que, étant donné qu'on applique la même théorème, mais on est beaucoup plus financeur que le reste du territoire. Et effectivement, je partage l'avis qui vient d'être dit. Je pense que c'est trop compliqué, très compliqué aujourd'hui de vouloir essayer de sortir de quoi que ce soit du SICTOM, parce que ça effectivement, ça demanderait de payer par avance notre sortie. Donc je pense que ça, il faut absolument pas l'envisager. Je pense qu'il faut effectivement réfléchir par rapport au territoire qui nous regarde et sur lequel on est aussi solidaire des collègues. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur les déchets? Non? Au niveau de la taxe GEMAPI, donc c'est une taxe qui a été instituée en 2018.
qu'on a commencé à prélever en 2019 sur le territoire. On a prélevé 84 889 en 2019. En 2020, 63 943 euros. Quand en 2021, on verra en fonction du vote du budget et des appels des cotisations des 3 syndicats auxquels on adhère et auxquels il faudra rajouter les travaux ou le reste à charge qui nous incombe sur les travaux au niveau de la DOR par rapport aux dernières recrues, puisque tout à l'heure, je crois qu'il faut m'autoriser à signer la convention avec l'institution ADOR. Donc, on aura content des travaux de cette dernière recrue. En ce qui concerne la DGF, depuis 2018, on va dire, elle diminue petitement chaque année, mais sûrement. Et donc, en ce qui concerne les orientations budgétaires 2021, ce qui vous est proposé, c'est de renforcer une mutualisation avec le CIAS, dont tout à l'heure on aura aussi le tableau, et notamment l'EHPAD, de m'autoriser, et on en reparlera tout à l'heure, de pouvoir signer le dispositif des petites villes de demain et de recruter, si on arrive à trouver une personne compétente, un chargé de projet. Ce qui vous est proposé, puisque ce matin il y avait des entretiens, mais Isabelle, tu peux en parler si tu veux. Les 4 candidats nous ont laissé sur notre ferme, on va dire ça comme ça. Ce qui vous est proposé aussi, ce sera l'adhésion à l'Observatoire économique de la DCL qui a été présenté au maire il y a quelques semaines. Et au niveau de la perspective pour les investissements, il vous sera proposé au niveau des affaires scolaires la réfection de 2 toitures à Aire-sur-Adour, ainsi que sur le RPI de l'Annexe, la rénovation des locaux de restauration et sanitaire du centre de loisirs, sur lequel ce dossier, il y a des demandes de subventions qui ont été déposées et qui nous sont accordées, et il y avait eu un préchiffrage qui avait déjà été lancé au préalable auprès de l'architecte. Un avant-projet définitif a été réalisé. Les montants des travaux s'élèveraient à 546 000 euros en estimatif, avant appel d'offres, et sur lequel il y a 108 000 euros qui a été accordé par la CAF, 209 000 en décide, et on attend une subvention de 100 000 euros du conseil départemental. Le programme de voirie 2021, on reprendra les restes à réaliser de 2020 pour 383 000, plus le nouveau programme qui sera défini au moment du vote du budget, mais qui est en cours ou quasiment chiffré d'ailleurs. Chiffré, Loïc ? Voilà, d'accord, il n'y a pas tranché encore. Il vous sera proposé pour la communication la refonte du site internet, ainsi que quelques travaux à réaliser sur les locaux des offices de tourisme. On reconduira les aides aux entreprises pour une enveloppe de 50 000 euros pour la réfection des façades et des agencements intérieurs qui sont subventionnables. L'installation du commerce, puisque là les travaux vont démarrer à Barcelone-du-Gers, ils étaient déjà sur le budget cette année, il faudra les reprendre, sur lequel nous avons eu effectivement une DETR de 63 000 euros. On mettra l'achat d'un local commercial sur le centre-ville d'Aire-sur-Adour. Aujourd'hui, je suis en train de constituer les dossiers et j'ai commencé à en rencontrer un sur les 2. Donc le reste, ça va suivre.
Sur la zone de Pègre, il vous sera proposé, vous venez de le dire tout à l'heure, le rafraîchissement un petit peu des espaces verts et la réduction de la voirie qui est fortement dégradée. Et pour GEMAPI, on attend les études qu'on a faites auprès de l'institution ADO et du CIMAL pour faire les traitements du verdoignant avant l'arrivée sur la zone de Bironne, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça, on verra en fonction du coût des études pour l'inscrire dans le cadre de GEMAPI. Et par ailleurs, il conviendra d'arbitrer le placement de la digue d'Aire, mais nous avons encore un petit peu de temps par rapport à ça. Voilà en ce qui concerne les orientations budgétaires. Il y a des commentaires? Oui. Oui, Philippe, juste un point. Alors, il n'y a rien sur l'école de musique, alors on a peut-être le temps, mais sachez que l'ensemble de la municipalité d'Aire-sur-Dot cherche aussi ardemment quelque chose pour que cette école de musique voit le jour en centre-ville à Aire. C'était un point, c'était sur la voirie. C'est vrai que d'ailleurs, on a un point sur le chiffrage des intempéries. On est confronté aujourd'hui à la brutalité du climat. Quand il fait chaud, il fait 50 degrés pendant 2 mois. Quand il pleut 100 mm sur 3 jours. Et forcément, on a nos voiries, et notamment nos fossés, qui débordent, qui inondent, les cours d'eau. Et ça, c'est de plus en plus récurrent. Ça fait 2 ou 3 ans où tous les ans, alors peut-être pas toutes les communes, mais un certain nombre, on est embêté avec ça. Alors je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir. Et puis en plus, je répète ce que Vincent Barret m'a dit, donc j'essaie de faire son porte-parole. De voir si au niveau, par exemple, des fossés du nettoyage, on ne pourrait pas augmenter la dotation, je vais le dire comme ça, par rapport au nettoyage. Quand je dis augmenter, c'est évidemment, c'est pas augmenter et demander à la collectivité de payer derrière, parce que ça, on sait tous faire, ça c'est facile. Non, on a pris une compétence, on l'assume, il y a l'évolution veut que, voilà, on est plus embêté. Quand on a pris la compétence scolaire, l'évolution a fait qu'on est passé de 4 jours à 4 jours et demi. Bon, il a fallu rajouter au pot et on l'a fait. Et donc peut-être que sur ce principe-là, on pourrait faire pareil par rapport au nettoyage fossé, que je parle de curage ou essartage, puisque bon, on a la chance et on peut s'en féliciter, on a 1,4 million de résultats, donc on a quand même quelques marges de manœuvre. Moi, tu vois, Dominique, je pense que tu peux récupérer quelques sous là, sur 1,4 million quand même, si tu te débrouilles, tu pourrais gratter un peu, et pour l'ensemble des communes, pour essayer que, justement, on améliore ça, ce nettoyage, dû aux conditions climatiques, c'est pas dû à nous, bien évidemment. Ça, c'est la première chose. Ou alors, je dis, ou alors, pourquoi ne pas s'interroger, parce que je l'ai vu faire sur d'autres communes, je parlais tout à l'heure que quand on mutualise, on espère avoir toujours de meilleurs prix. Alors des fois, il s'avère qu'on n'a pas les meilleurs, mais des fois, on a des meilleurs prix, mais par contre, on n'a pas la qualité du travail. On a tous eu des problèmes dans nos communes sur un bout de chemin, en fait, de chemin de route qui n'a pas été fini ou mal fait, parce que l'entreprise qu'on a choisie, elle a cassé les prix, mais après, elle a cassé le travail aussi. Donc je sais qu'il y a d'autres collectivités qui sont revenues en arrière, qui ont dit écoutez, moi je vais me le faire moi-même parce que c'est plus un marché public, et on connaît la problématique des marchés publics, mais on le fait sur 2 ou 3 devis, quitte à se regrouper à 2 ou 3. Voilà, c'est s'interroger sur ça, parce que après derrière, ça se retourne, quand je dis contre nous, c'est toujours vers les élus communaux. Quand il y a un problème de route, on ne va jamais voir le président de la Comcom, on va toujours voir le maire de la commune X, Z ou Y. Donc, et ça, c'est de plus en plus problématique. Donc voilà, donc je pense que on pourrait peut-être avoir une réflexion en ce sens. Je ne sais pas si c'est une, si c'est les deux, si c'est aucune. Mais voilà, lancer le débat sur ça. Bon. Alors, juste pour abonder dans ton sens, effectivement, on se pose la question
pour prendre la première chose, curage des fossés et pareuse notamment. Techniquement, il y a peut-être un problème. Quand on passe les pareuses en fin d'année, donc on a beaucoup de végétation qui est là, qui vient s'amonceler dans les fossés, boucher les fossés et faire du dégât. Donc, techniquement, effectivement, 2 passages des pareuses, un dans l'été ou en début d'été et un à la fin de l'été, permettraient de broyer plus la végétation et d'avoir moins de problèmes. Mais qui c'est qui paye? Bon, effectivement, il y a un transfert de charge avec un nombre d'heures qui était établi, et en face, on faisait des travaux. Alors effectivement, tu nous dis, on pourrait augmenter ces heures-là de curage et de dépareuse. Effectivement, le montant serait à calculer, c'est pas insurmontable, c'est un choix politique, effectivement. Justement, dans les choix politiques, je voudrais rentrer sur un chiffre qui est écrit dans notre plan, le point d'attente. Le point d'attente a été transféré en compétence communautaire sans transfert de charge. C'est un cadeau qui a été fait aux communes, pour un montant de dépenses de 100 et quelques mille euros en 2020, mais qui tourne entre 120 000 euros sur une année normale, puisque là, il n'y a que 100 000 euros parce que le reste de point d'attente a été fait en janvier et février. Donc on est sur du 120 130 000 euros cadeau aux communes, plus nouveauté depuis 2 ans, l'enrobé projeté. Alors ça veut dire, mais c'est quand même du point d'attente différent. Donc ce qui fait qu'en 2020, on a quand même dépensé 142 000 euros de point d'attente, plus les derniers de reste à réaliser qui seront sur le budget 2021. Donc effectivement, on peut se poser la question, mais c'est un choix politique également, est-ce qu'on continue comme ça, de garder le point d'attente avec un transfert de compétences sans transfert de charge, ou est-ce qu'on établit un transfert de charge qui avant était payé, effectivement la charge était payée par les communes? Bon, alors effectivement, tout peut se discuter, et les communes, moi je suis la commune aussi, je me dis, moins j'ai le transfert de charge, mieux je me porte, mais effectivement, sur le fonctionnement et l'entretien régulier de la voirie, il peut y avoir une discussion, savoir si on travaille bien ou pas. Sur le marché public, là je ne comprends pas très bien, tu le dis, on est victime du marché public. Effectivement, on fait un marché public, on répond aux règles et on prend l'entreprise moins disante. Et quand mieux disante, pardon. Quand l'entreprise mieux disante, elle est située un peu sur le territoire et on n'a aucun argument pour dire non, on ne la prend pas. Et on se fait avoir des fois, mais pas toujours. Parce que la dernière fois, je rappelle qu'on avait 2 nouveaux prestataires et l'un qui a pris de l'eau, on ne le connaissait pas et tout le monde est enchanté. Tout le monde le voudrait. Ben, bon, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, effectivement, c'est la loi du marché, mais dire on pourrait changer le fusil d'épaule et se le faire. Soit on crée une régie en gestion du matériel, et moi là je laisse ma place, hein, parce que s'il faut gérer du personnel et du matériel, ceux qui ont tenté l'opération apparemment ne sont pas enchantés là-dessus, c'est un lourd travail. On l'avait vu, je crois que c'est sur le Nogaro, non, sur le Nogaro. Ils ont un service technique. Alors, qui dit service technique? Là, on va mutualiser, mais alors, il va y avoir le service technique pour l'entretien de la voirie, l'autre pour les espaces verts, et à chaque fois, il faut un chef. Excuse-moi, mais je ne dis pas que les communes doivent créer une régie. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. Tu dis. Non, j'ai dit que les communes peuvent récupérer la compétence et se la gèrent comme elles veulent, ou toutes seules, ou s'associer à 2 ou 3. Ça veut dire qu'on laisserait tomber la compétence curage et lagage, et les communes le rattraperaient. D'autres l'ont fait. Moi, je n'invente rien. Hein, je regarde ce qui se fait ailleurs. Après je ne dis pas que c'est la solution. Hein, je regarde ce qui se fait. Bon, voilà. Derrière le curage des fossés, il y a un petit oiseau qui se cache, c'est des déclarations de travaux. Alors les déclarations de travaux, ça occupe Laurence à peu près 3 semaines par an à déclarer sur le site officiel, je ne sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, à ce titre-là, je crois qu'on a reçu parce que j'avais sollicité la préfète en disant, mais c'est une aberration que l'on fasse une déclaration de travaux tous les ans pour le fauchage. Le fauchage, on ne va pas abîmer les canalisations qui sont enterrées. Et Laurence passait un temps fou tous les ans à passer 400 km de voirie pour faire la déclaration de travaux. On a eu une réponse aujourd'hui que j'ai vue en diagonale, mais a priori qui irait un peu dans ce sens en disant on va supprimer la DT sur le fauchage et tout ça. Bon. Et qui dit curage, quand les communes ont laissé le curage à la communauté commune, elles payent, il y a une prestation en face, mais derrière, il y a un travail administratif colossal derrière. Et donc je ne suis pas sûr que le secrétaire de mairie serait enchanté de récupérer ces DT, parce que nous on le fait à Renault, puisqu'on a le fauchage à notre charge, on se le fait. On a été obligé de faire les DT l'an dernier, et c'est une charge colossale. Donc il y a l'aspect économique et il y a l'aspect technique derrière et administratif. Mais sur la pratique que l'on a aujourd'hui à la Comcom, je suis ouvert à la réflexion parce que je me dis que de manière récurrente, au mois de novembre, on a toujours ces problèmes.
et de plus en plus d'intempéries qui font que le coût des réparations, dont il y a un tableau qui a été fait avec une erreur de calcul d'ailleurs, je le signale, mais qui est de 25 000 € là, de travaux qui vont être faits d'urgence. Et bon, est-ce que ça va être récurrent tous les ans ou est-ce que c'est un épisode? J'en sais rien. Mais là, depuis 2-3 ans, effectivement, on peut s'interroger là-dessus. Bon. En ce qui concerne l'autre observation, Xavier, pour l'école de musique. Donc, effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas dans le débat des orientations budgétaires à l'école de musique, et bien entendu, si demain je trouve une opportunité, je le ferai sous forme d'EDM, du moins c'est ce que je proposerai au conseil communautaire. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, à l'école de musique, tout le monde souhaite qu'elle soit, et du moins moi, c'est ce que je souhaite dans le centre-ville d'Aire-sur-Adour. Donc, j'avais proposé quelque chose, tu m'as répondu, quand on s'est vu que tu m'as remis ton courrier. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Si l'opportunité se présente, je réunirai un conseil communautaire pour en débattre et passer sous forme d'EDM. Ce n'est pas quelque chose qui est enterré loin de là en ce qui me concerne. Au niveau, pour terminer avec le débat, vous avez à la page 12 les annexes par rapport à l'effectif et l'évolution de l'effectif de 2012 à 2020. Aujourd'hui, il y a 99 agents. En ce qui concerne les dépenses de personnel, elles sont stables entre 2019 et 2020, et vous avez aussi le financement de la mutualisation avec le CIAS qui s'élève à 183 285 €. Voilà. Ensuite, le temps de travail des agents, vous avez la répartition, je ne vais pas la relire, c'est en fonction des différents services, et vous avez l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Si on regarde les dépenses réelles entre 2019 et 2020, elles ont évolué de 83 000 €, ce qui représente une augmentation de 0,88%. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les orientations budgétaires. Donc là, il ne faut pas délibérer, c'est simplement prendre acte de la lecture des orientations budgétaires. Ensuite, au niveau du budget principal, je vais vous demander des ouvertures de crédit pour le financement avant le vote du budget primitif. Donc les financements dont on vient de parler, les travaux d'urgence de la voirie qui apparemment seront un peu plus élevés que ceux qui nous avaient été préchiffrés au départ. Pour 25 000, c'est alors 28 000. Non. On va mettre 30 000. Voilà. Le remplacement d'un ordinateur aussi pour 1 000 €. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Au niveau des affaires scolaires, c'est une ouverture de crédit en investissement pour l'école de l'annexe pour un réfrigérateur pour 5 100 €. Pareil, pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. Pour le budget des cuisines centrales, c'est une ouverture de crédit en investissement pour un montant de 1 550 €. C'est pareil, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Il vous est demandé aussi de prendre une délibération pour clôturer au niveau central la régie des recettes du restaurant d'entreprise. Je m'explique pour les nouveaux, parce que je vois que Philippe me regarde et il ne comprend pas. Quand le restaurant d'entreprise était jusqu'en 2019, je crois qu'il a été ouvert, ou 2018, je ne sais plus, il y avait une régie de recettes, puisque le budget des cuisines fonctionnait avec un budget et une caisse complètement indépendante par rapport à la communauté de communes.
C'est pour cela qu'il fallait veiller que ce budget, il ait toujours de l'argent, parce qu'il est désolidarisé des comptes de la communauté de communes. Tout ça parce qu'on avait des recettes d'encaissement de vente de repas par rapport aux entreprises, etc. qui venaient. Et donc, il y avait une régie de recettes. Depuis que le restaurant est fermé, il n'y a plus lieu de considérer, de continuer cette recette. Donc, il faut m'autoriser à clôturer cette régie de recettes. Voilà. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. L'administration générale, donc c'est la convention de répartition des charges dans le cadre d'un service commun mutualisé. Où c'est que je l'ai? Vous devez l'avoir normalement dans les annexes. Voilà. C'est sûr, hein? Voilà. Alors, il se présente comme suit. Il y a la direction générale, il y a un agent en catégorie A. Dans les ressources humaines, il y a 2 agents en catégorie B, 2 agents en catégorie C. Les affaires financières, 1 en catégorie A, 2 en catégorie C. Pour la communication, sur votre document, vous avez un en catégorie B, mais c'est une catégorie C. Je vous demande de bien vouloir le rectifier. Au niveau des cuisines, un agent en catégorie C et un agent en catégorie B au niveau de l'informatique. Donc tout ça, tout est expliqué derrière. Et la répartition, elle se ferait comme ça, en nombre du temps passé. Donc pour la direction générale, on a fait avec 10 et 5%. C'est à peu près le temps qu'il fallait passer, 15%. Au niveau des ressources humaines, là, ça a été calculé par rapport au nombre d'agents dans chaque service, c'est-à-dire au nombre de fiches de paye, au nombre d'agents à suivre. Pour les affaires financières, c'est la comptabilité, ça a été fait à la ligne d'écriture comptable. Pour la communication, c'est au temps passé. Pour les cuisines, c'est un agent qui a été recruté aux cuisines centrales, qui est mis à disposition des cuisines des EHPAD, donc c'est 100% de son salaire. Et pour l'informatique, ça a été fait au nombre de postes informatiques, comme le font on appelle ça les agences informatiques qui font des contrats de maintenance. Donc pour l'année 2021, le versement des participations du CAS à l'EHPAD se fera automatiquement de janvier à novembre sur les bases des dépenses prévisionnelles de l'année qui sera établi dans le cadre d'un procès-verbal contradictoire entre le président de la communauté de communes et le vice-président du CIAS. L'échéance du mois de décembre sera actualisée en fonction des dépenses réelles de l'année. Et pour les années suivantes, le versement des participations du CIAS et de l'EHPAD se fait mensuellement sur les bases des dépenses prévisionnelles N. Une régularisation sera appliquée en décembre de chaque année. Et donc cette convention qui vous est proposée est applicable dès le 1er janvier 2021, c'est-à-dire avec un effet rétroactif, et tout litige, bien entendu, si on n'était pas d'accord entre Jean-Michel et Macouam, se réglera devant le tribunal administratif d'Artois. C'est ça, Jean-Michel. Il n'y a pas d'objection? Pas d'opposition? Si. Alors, qui c'est que j'en suis moi? Alors, l'attribution des aides économiques. Alors, conformément au règlement d'aide aux entreprises adopté en septembre 2019 et modifié en mars 2020, il vous est proposé d'accorder une aide de 2305 € à l'entreprise Air de Plaire pour des travaux de modernisation du local situé 11 rue Gambetta, Aire-sur-Adour, pour le nouvel agencement de la vitrine. Et il m'en manque un, là. Il te manque un truc là. Ah oui, pour le montant de travaux qu'ils ont réalisé de 11 529 €, puisque c'est 20% du montant des travaux.
Ça, c'est quelque chose qui avait déjà été libéré, il n'y a pas d'opposition. Merci. Alors, il vous est proposé aussi de modifier un avenant avec la convention de la région, de l'OCCAL local. C'est les fonds régionaux d'aide aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire. Pour rappel, on avait versé en 2020 une somme à la région Nouvelle-Aquitaine. Il avait été délibéré de verser une somme de, je crois que c'était dans les 6 000 euros, quelque chose comme ça. C'est 1 euro par habitant à la région, 2 euros, oui, à la région Occitanie. L'Occitanie n'appelle les fonds que quand ils les ont dépensés. La région Nouvelle-Aquitaine les a appelés dès le départ. Donc, l'opération qui se conduit dans la région Occitanie, c'est une aide au loyer jusqu'à fin avril, je crois. Fin mars, ça se termine. Donc, il vous est proposé, il y a très peu de gens concernés, on ne dépensera pas ce qui était prévu, de renouveler pour permettre à cette entreprise de bénéficier d'aide jusqu'à fin mars la convention avec la région Occitanie. Il n'y a pas de problème, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. L'avenant numéro 6 à la convention de délégation de l'institution Adour, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule quand on parlait de GEMAPI. Donc aujourd'hui, on a transféré la compétence de GEMA qui est au syndicat de Rivière, en l'occurrence c'est le CIMAL et le SGLP, et le PI, c'est pour la prévention des inondations à l'institution Adour. Et il se trouve que dans le cadre des crues de décembre 2021, il y a des désordres qui ont été occasionnés par cette crue sur l'ouvrage de la protection de la plaine à Erx-sur-Adour. Le montant qui a été chiffré est de 20 260 €. Ces travaux sont financés à 30% par l'État, 30% par le département des Landes et 20% par la région Nouvelle-Aquitaine. Il reste à charge à la communauté de communes 4 138 €, c'est-à-dire 20%. Il vous est proposé de signer cette convention avec l'institution Adour pour que ces travaux puissent être réalisés. Et ces financements-là, c'est pris sur les appels à cotisation de GEMAPI. C'est clair pour tout le monde? Pas d'abstention? Pas d'opposition? Merci. Au niveau de la voirie. Alors ça, oui, il vous est proposé d'approuver le plan de financement. Vous devez l'avoir normalement quelque part, je ne sais pas où il est. Ça doit être ceci. C'est ce document-là. Par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure au niveau des travaux d'urgence, au niveau de la voirie. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Il vous est demandé de m'autoriser à signer une demande de fonds de concours à la commune de Bahus-Soubiran sur l'aménagement d'un carrefour chemin de Artet, on avait déjà parlé, pour 2213,33 € pour le fonds de concours. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Et alors, le tourisme. Alors, pareil, je ne vais pas appeler la ville d'Aire, mais ça concerne surtout la ville d'Aire, qui a un classement de communes touristiques, et ce classement de communes touristiques est à renouveler tous les 5 ans. On est sur l'année de renouvellement. Compte tenu que la compétence tourisme est de compétence communautaire, il vous est demandé de m'autoriser à faire la demande de renouvellement pour la ville d'Aire en classement de commune touristique. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Il vous est, donc j'avais dit tout à l'heure, dans le cadre demandé de m'autoriser à signer la convention d'adhésion dès que la préfète nous aura convoqués dans le cadre des petites villes de Deméon. Mais autant vaut-il, comme on est là, que je comprenne la délibération, comme ça elle sera prise.
Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Voilà, alors là je ne vais pas reprendre, c'est le toilettage sur le tableau des effectifs. Ce qui vous est demandé, ça a déjà été délibéré, de valider, de me permettre de valider, de prendre les arrêtés pour tous les avancements de grade et de m'autoriser à supprimer tous les postes qui ont été changés. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Et voilà, et maintenant, il vous reste à m'autoriser, mais je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais là on va délibérer, la création du poste et le recrutement de chargé de projet dans le cadre des petites villes de demain, dès que nous l'aurons trouvé. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout. Je n'en ai oublié. J'en ai oublié. Et je vais ouvrir les questions. Il n'y a pas de questions diverses? Dans ce cas, je vais vous donner les dates du prochain conseil. C'est pas une question, je voulais juste, c'était pour compléter les propos de M. le maire d'Air tout à l'heure sur l'école de musique. Donc, la subvention d'équilibre de 79 000 € qui était versée donc, en 2013 ne concernait justement que les Aturins. Les petits enfants qui apprenaient l'école, donc qui venaient des communes alentours, donc ne bénéficiaient pas de cette subvention d'équilibre. Et le coût de l'apprentissage pour ces enfants était bien supérieur. Aujourd'hui, donc, le fait que cette compétence donc, revienne à la communauté de communes, donc rend accessible l'apprentissage de la musique à tous les enfants du territoire, de toute la communauté de communes. Voilà. Donc c'est pour ça que les 212 000 €, c'est bien une mutualisation, puisque ça permet de rabaisser le coût pour tous les enfants et non plus uniquement pour ceux de la ville d'Air. Voilà. C'est juste pour compléter. Oui, enfin, je vais quand même préciser parce que les chiffres, je les vois aussi. Donc je rappelle que l'école de musique était ouverte à tout le monde. Elle n'était pas réservée qu'aux Aturins. Oui. Et donc, avec un coût réel de fonctionnement pour les gens qui venaient de communes extérieures, vous savez. Je finis, Gérard. Elle était ouverte à tout le monde. Il y avait une différenciation, ça c'est vrai, en matière tarifaire. L'Aturin payait 10 et celui de l'extérieur, la communauté de communes, payait 15. Enfin, je ne me rappelle plus les chiffres. Mais tout ça, l'ensemble de ces charges et ces produits était sur un budget annexe école de musique. Et ce budget annexe était abondé par le budget principal de la ville d'Air-sur-Adour. Et le budget principal de la ville d'Air-sur-Adour, pour l'équilibre de cette école de musique où il y avait des Aturins, des élèves de la communauté commune et des élèves de l'extérieur, c'est la ville qui payait le budget d'équilibre à hauteur de 79 000 €. Et c'était pour l'ensemble des élèves, qu'ils soient d'Air ou d'ailleurs. Et je te donnerai les comptes si tu veux. Vous équilibriez à l'époque pour les enfants qui venaient d'Air, puisque mais non, pour tout le monde, le coût pour les communes alentours était plus élevé. Mais c'était un budget de la ville. Mais bon, n'importe quoi. En ce qui concerne la prochaine séance, ça sera le vote du budget. Ça se fera le 13 avril, le mardi 13 avril, dans une commune gersoise qui devrait nous accueillir. Donc je vais faire appel à candidature pour la commune gersoise qui peut nous accueillir. Projean. Et bien nous irons à Projean. Très bien, merci monsieur le maire. Et je vais donner la parole, puisqu'il n'y a pas de questions diverses, je vais lever la séance. Et je vais donner la parole à monsieur le maire de Saint-Agnès. Oui, bon, écoutez, puisqu'on me propose
la parole pour terminer ce conseil communautaire. Donc habituellement, on avait plaisir à offrir un pot de l'amitié, mais comme il faut respecter les mesures sanitaires en vigueur, comme vous avez vu sur votre convocation, donc à notre grand regret, on va les respecter. Donc moi je vais vous souhaiter un bon retour et une bonne fête de soirée.